Happy Monday, everybody, and welcome to What Moves You. Adrienne, bienvenue à What Moves You. Merci de prendre le temps d'être là aujourd'hui. Pour ceux qui regardent, qui écoutent, si vous entendez des bruits de chiens, inquiétez-vous pas, on est vraiment surrounded présentement avec des animaux partout. Entouré de chiens. Ouais, mais c'est comme ça qu'on aime ça. Fait qu'Adrienne, bienvenue. Merci. J'aime pas ça faire les intros parce que je trouve que je fais pas une aussi bonne job que comment toi tu te présenterais. Ah, mon Dieu. Je vais te permettre pour ceux qui te connaissent pas, de faire une petite introduction de qui t'es et qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ah, mon Dieu, no pressure. OK. Je m'appelle Adrienne Young. Je suis entrepreneur. Présentement, je suis la PDG et cofondatrice de IVA. J'ai fondé mon entreprise il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Avant ça, j'avais une carrière en opération. Fait que je faisais du leadership opérationnel. J'ai travaillé principalement dans des organisations à but non lucratif et des startups. Mm. Ouais. Puis, à quel moment, en fait, je recule. IVA, c'est quoi? Peux-tu nous donner une petite Excellente description question. de ça? Ouais. IVA, c'est une plateforme de gestion de vie. On dit ça tout simplement, mais c'est quand même un concept qui est assez nouveau. Quand on pense au travail, on a vraiment des outils super puissants. On a des CRM, des ERP, des outils de gestion de projet. Mais quand on retourne à la maison, on a des classeurs, on a des whiteboards dans la cuisine, on a des Google Docs. Fait que ce qu'on essaye de faire, c'est d'équilibrer un peu les choses entre le travail puis la maison, et on a créé une plateforme inspirée justement de ces outils corporatifs pour la gestion de la vie personnelle, de la vie de tous les jours. Donc, on parle de liste d'épicerie, de rendez-vous chez le docteur, de médicaments de chiens, les horaires des enfants, tous les petits trucs auxquels on est confronté tous les jours. Une plateforme pour gérer tout ça, qui est vraiment puissante. C'est vraiment cool. Puis, j'ai pas encore eu la chance, moi, d'aller explorer la plateforme. La raison pourquoi je trouvais ça important de commencer avec ça, c'est parce que ça va mettre en contexte beaucoup des sujets que je pense qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Fait qu'à la base, tu as touché un peu sur pourquoi, le besoin que tu voyais pour créer ce produit-là. Mais dans ta vie personnelle, c'est quoi qui t'a amené à vouloir aller plus dans une direction entrepreneuriale? Je pensais jamais que j'allais faire de l'entrepreneuriat. C'était vraiment pas dans mes cordes. J'aimais beaucoup mes jobs quand je travaillais. J'adore ce que je faisais. J'étais vraiment heureuse. Et j'aimais aussi le fait que dans la plupart des jobs corporatifs comme ça, quand tu finis le travail, tu finis le travail. Tu rentres chez toi, tu peux te déconnecter. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai travaillé longtemps dans des organisations à but non lucratif, parce que le work-life balance, c'est super important pour moi. Mon équilibre, ma santé mentale dépend vraiment d'un équilibre, de pouvoir déconnecter de temps en temps. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est vraiment à l'opposé de tout ça. Donc, j'ai jamais pensé que je me jetterais là-dedans. Par contre, il y a quelques années, quand j'ai acheté ma maison pendant la pandémie, pour plus d'espace, notamment pour le chien, mais aussi pour moi, parce que j'ai commencé à travailler de la maison. Et j'ai été très, très vite confrontée aux problèmes que je viens de décrire. Donc, moi, dans ma carrière, justement, dans ma job, j'avais l'habitude d'outils super puissants pour gérer mon travail, gérer toutes les informations. Et quand j'ai acheté ma maison, j'ai demandé à d'autres propriétaires ce qu'ils utilisaient, eux, pour gérer toutes les informations. Parce que la première journée, quand j'ai pris possession de la maison, les anciens propriétaires m'ont donné un cartable plein de, tu sais, les garanties, des post-it, des cartes d'affaires, des petites notes. Il faut faire ceci au printemps, ceci l'été. Fait que je cherchais quelque chose pour m'aider à gérer tout ça. Puis il y avait rien du calibre de ce que j'avais l'habitude au travail. Et de par mon parcours professionnel, j'ai pensé que j'étais bien placée pour faire quelque chose, pour résoudre le problème. Et à date, on dirait que oui. Et donc, j'ai fait le saut dans l'entrepreneuriat. Aucun regret, mais c'est pas quelque chose... Souvent, les entrepreneurs, ils disent « j'ai toujours voulu partir ma propre entreprise, j'ai toujours su que j'allais faire quelque chose comme ça ». Ça n'a vraiment pas été le cas pour moi. Absolument. Puis je pense que tu amènes un bon point. Puis c'est une des choses qui m'intéresse beaucoup de ton parcours, et notamment pourquoi je tenais à avoir la conversation avec toi aujourd'hui.
je pense qu'il y a vraiment un contexte présentement, comme tu le dis, que l'entrepreneuriat, on voit ça comme c'est du hustle culture, puis tu donnes tout à ça, puis il n'y a pas vraiment justement d'équilibre. Fait que je suis super curieuse d'en entendre un peu, oui, sur la création, parce que souvent, la création de l'entreprise est le moment où il y a le plus de choses à faire. Fait que je suis curieuse de savoir, à travers cette étape-là, comment tu as bâti l'entreprise. Je trouve ça vraiment fascinant. Puis en même temps, comment tu t'es gardé, toi et ton bien-être, en priorité durant ce processus-là. On va commencer là. Ouais, c'est une grosse question. Je te dirais que je suis toujours en train d'y répondre. C'est pas noir et blanc. Et puis, plus les choses évoluent, plus moi j'évolue, plus il faut que je trouve des différentes choses pour m'aider, dépendant d'où je suis dans ma vie. J'ai parti l'entreprise, j'étais toujours en train de travailler. J'ai passé environ 1 an à faire du market research, à valider. J'ai un MBA, fait que j'ai quand même les connaissances d'un point de vue business qui m'ont permis de pouvoir faire toute la recherche qu'il fallait faire avant de vraiment m'y lancer. Donc, j'ai fait du market research, du consumer research, pour valider que, en fait, c'était un problème qui existait. C'était pas juste moi qui l'avais. Ouais. Puis que de partir l'entreprise, ça faisait du sens que les gens, il y avait une volonté de payer pour une solution, pour pas créer quelque chose qui avait aucune valeur pour personne. Right. Donc, j'ai passé 1 an à faire du market research. Pendant ce temps, j'avais toujours ma job de 9 à 5. Ça a été tranquille, je dirais. Donc, à ce moment-là, c'était toujours un side project. Puis après, quand j'ai regardé, après 1 an, j'ai regardé toutes les recherches, toutes les entrevues que j'avais faites. J'avais amené mon cofondateur, puis on en a discuté, puis on s'est assis, puis écoute, il y a vraiment quelque chose ici. On y croit. Le monde autour de nous a l'air d'y croire aussi, fait que allons-y, on s'y lance. Puis donc j'ai quitté ma job et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Wow. Puis j'aimerais revenir un peu à la phase du projet où que ça demeurait un side project pour toi, parce que je pense qu'il y a pas beaucoup de monde qui écoute qui ont leur propre entreprise, entre guillemets, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui écoutent qui ont soit des projets de passion qu'ils font à côté de leur emploi ou que c'est quelque chose qu'ils ne font pas parce qu'ils pensent que d'en faire un va créer un déséquilibre dans leur vie. Fait que si tu peux nous ramener un peu dans cette phase-là de ce projet, de ton entreprise maintenant, peux-tu vraiment concrètement dans les détails nous expliquer comment tu allais tout mettre ça ensemble finalement? Fait que ta vie personnelle, ta job à temps plein et ça à côté. Ça a été un peu, pendant que c'était un side project, c'était un peu aussi un passion project. C'est quelque chose que j'aimais. C'était mon idée, ça allait résoudre un problème dans ma vie personnelle, fait que j'étais vraiment motivée. J'avais le soutien de tout le monde qui m'entourait et donc je passais beaucoup de mon temps après le travail, pendant le week-end, à faire des recherches. Je faisais des entrevues dans mes gens proches aussi, mes amis, ma famille. Fait que ça m'a aussi permis de passer du temps avec eux. Fait que ça m'a j'ai pu blend un peu ma vie personnelle et ce passion project parce que justement, ça allait résoudre un gros problème de ma vie personnelle. Fait que puis c'est un peu la philosophie qu'on a à IVA, c'est de plus en plus difficile de vraiment se séparer. Quand on parle de work-life balance, c'est pas work d'un côté puis life de l'autre. C'est de plus en plus, ça s'intermêle, ça se blende ensemble. De moins en moins, on voit du 9 à 5 strict. C'est souvent, je travaille un peu le matin, je vais faire des courses, puis après, je reviens travailler le soir. Il n'y a pas de meeting. Et donc, on veut vraiment embrasser ce genre de schedule, ce genre cette nouvelle définition, en fait, de work-life balance. D'avoir une vie, mais que ça soit pas limité à des heures fixes parce que la vie, c'est chaotique, puis ça se limite pas aux heures fixes. Puis je pense que you're on to something parce que je pense que, tu sais, moi, c'est ma première année que je vis plus dans un corporate environment avec un horaire plus fixe. Avant ça, j'étais étudiante. L'autre domaine que j'étais avant était moins strict en termes d'horaire. Puis je te dirais que le manque d'autonomie sur mon temps me prive de faire tellement de choses, autant pour moi que au niveau de l'entreprise pour laquelle je travaille. Fait que je pense que vous êtes vraiment là-dessus. Puis maintenant que vous avez commencé, le projet est lancé, les premières quelques années, d'habitude, c'est
d'après qu'est-ce qu'on entend, d'après qu'est-ce qu'on voit, la perception est vraiment que c'est, tu n'as aucun temps pour toi, puis que tu cours comme une poule pas de tête partout. C'est quoi la réalité de ça, puis comment tu es en train de naviguer ça en ce moment? Je dirais que la réalité est pas loin de la perception, mais c'est toujours une question de comment tu le vis, comment tu attaques la chose, puis qu'est-ce que tu en fais. Parce que tu peux très facilement te noyer dans la chose si tu prends la décision de te laisser faire. Moi, ça a été vraiment intéressant. Puis comme je t'ai dit au début, je suis toujours en train de figure out ce qui marche pour moi. Tout d'un coup, j'ai vu, en tant que ressource, de par mon parcours professionnel, je regarde la vie par ressource. C'est toujours la vie, c'est une question de ressources, que ce soit des gens, du temps, de l'argent ou quoi que ce soit. Tout d'un coup, le temps me manquait. J'avais pas assez de temps. Fait que ça m'a vraiment amené à me questionner quelles sont les choses qui sont le plus importantes pour moi, quelles sont mes priorités dans la vie et qu'est-ce que je veux faire de mon temps. Ça a amené à de grosses décisions quand même. Donc, dans la dernière année aussi, j'ai vécu un divorce. Et donc, je dirais que c'est une des décisions qui est survenue de par cette réflexion de qu'est-ce que je veux faire de mon temps. Comment je veux mieux utiliser mon temps pour que moi, je sois en meilleure santé, que ce soit physiquement ou mentalement, et que je puisse attaquer ou prendre en charge les projets qui me sont chers, notamment mon entreprise. Et donc, il y a plusieurs choses que, de façon très consistante, marchent pour moi. Je fais beaucoup d'exercices juste parce que ma santé mentale sans l'exercice, ça va vraiment pas bien. Et mon équipe et mon cofondateur seraient les premiers à te le dire qu'on le sait tout de suite quand Adrienne ne fait pas d'exercice parce que ça va mal. Elle est stressée, elle est un peu plus impatiente. Ouais. Fait que je fais beaucoup d'exercices pour gérer ma santé mentale. Puis de voir aussi des amis, de m'entourer de plein de gens. J'ai la chance d'avoir un soutien avec des amis puis une famille qui est vraiment puissant, qui est vraiment large. Et donc, je fais peut-être pas assez appel à ce network. Puis ça, c'est quelque chose que je travaille toujours. J'ai du mal à demander de l'aide. Me too. Yeah. C'est pas facile, mais je travaille sur ça. Ceci dit, c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est du hustle. Il y a un livre qui est sorti récemment, Et si l'entrepreneuriat rendait fou? Et c'est pas mal un accepted adage qu'il faut être un peu fou pour être entrepreneur parce que le train de vie est tel que c'est vraiment différent du 9 à 5. Ouais. Puis j'apprécie ton honnêteté parce que je trouve, puis là, c'est peut-être juste dans les cercles que moi, je regarde le contenu que je consomme au quotidien, mais je trouve qu'on s'en vient vers un âge où que l'entrepreneuriat est un peu glamorized, right? On le met sur un pedestal dans le sens que maintenant, je pense qu'il y a plus de gens qui considèrent cette approche-là parce que c'est une méthode qui apporte plus d'autonomie sur ton horaire, plus de passion parfois parce que tu as plus de choix sur les choses concrètement que tu remplis ton quotidien. Mais je pense que c'est important non seulement que tu nous donnes un bel exemple que, c'est possible de le faire en gardant ton bien-être au centre de tout ce que tu fais, mais de quand même partager la réalité derrière c'est quoi vraiment être entrepreneurial, right? C'est vraiment pas facile. Je suis d'accord que it is glamorized un peu, juste parce qu'on voit, il y a des célébrités maintenant que, tu sais, they made it, ils ont vendu des compagnies, on voit des exemples avec Elon Musk, Facebook. Ouais. C'est facile de dire que c'est cool d'avoir ce style de vie, mais au jour le jour, c'est vraiment pas facile. Il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de stress, et puis il faut que tu prennes soin de toi. C'est cool d'avoir un horaire flexible, mais il faut aussi avoir de la discipline. Quand tu peux travailler n'importe quand, ça veut aussi dire que tu peux travailler jamais. Ouais. Donc, est-ce que faut se demander, est-ce que tu as la discipline pour pouvoir ne pas avoir un horaire fixe? Il y a beaucoup de networking, beaucoup de social. Ça, perso, c'est quelque chose je travaille toujours sur ça. Je suis quelqu'un de très introverti, d'aller dans des événements, des conférences, des galas. C'est pas facile. Ça fait partie de la job, mais c'est pas facile. Et donc, encore une fois, il faut le faire.
Ouais. Donc, il y a vraiment des aspects, c'est au jour le jour, c'est super valorisant. Ce qui est le plus important, c'est si tu aimes ce que tu fais, ça va le vouloir. Puis moi, j'adore ce que je fais. Puis je le dis toujours, le problème, je travaille beaucoup et j'adore ce que je fais, fait que je travaille encore plus. Mm-hmm. Si t'aimes pas ce que tu fais, ben, tu vas pas vouloir travailler autant. Right. Mais c'est difficile, c'est vraiment difficile. Absolument. Puis pour les gens qui écoutent, en fait, la raison pourquoi je voulais vraiment rentrer dans ces détails-là, c'est pour un peu aller mettre le contexte sur vraiment, dans mes yeux, le sujet principal, en fait, de l'entreprise que tu gères, mais aussi de quoi tu me parles, puis qu'est-ce que j'ai retiré de nos petites conversations avant l'enregistrement d'aujourd'hui. C'est vraiment la surcharge mentale. Ouais. On en a parlé un peu à micro fermé avant de commencer, mais je serais curieuse de tout simplement commencer par, pour toi, qu'est-ce que ça représente, la surcharge mentale dans ton quotidien? La surcharge mentale, c'est toutes les responsabilités, qu'elles soient officielles ou non officielles, que tu gardes dans la tête qu'il faut faire, que ça soit dans le calendrier ou que ça soit dans ton courriel, que ça soit de déléguer, de planifier, de réserver des choses ou quoi que ce soit. Donc, c'est tous les petits détails qu'il faut faire ou qu'il faut se souvenir qui ne sont pas nécessairement officiels ou reconnus. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir te dire Malia, il faut que tu réserves ton rendez-vous chez le docteur parce que ça fait 1 an ou je ne sais pas quoi. Ouais. Mais tu sais qu'il faut que tu le fasses. Donc, tu as ça dans la tête et c'est une chose de plus à se rappeler. Maintenant, tu mets ça à travers toutes les différentes facettes de ta vie. C'est vraiment une surcharge. Oui. Ouais. Absolument. Puis je pense qu'on, sans même rentrer dans toutes les places qu'on pourrait s'en aller avec ça, je pense qu'on le voit non seulement dans nos vies personnelles, mais aussi dans nos rôles familiales, oui. à la maison. Puis je pense en grande partie, comme je te dis, j'ai pas eu la chance encore d'aller explorer ton produit, mais je pense que tu t'en vas répondre à ce besoin-là. Surtout, je m'avance un peu, mais qui est sur les mamans de famille habituellement, oui. qui gèrent tout ça. Fait que je trouve que vraiment ce que vous faites vraiment super. Fait ouais. J'aimerais juste relancer un petit peu concrètement dans le contexte de la surcharge mentale. C'est quoi le besoin que Eva va répondre? Fait que, premièrement, je veux juste adresser un des points que tu as amené, c'est 100%, c'est les femmes qui vivent ça le plus souvent. Il y a de plus en plus d'études, surtout après la pandémie, où tout le monde s'est retrouvé à vivre vachement plus à la maison. Ouais. Il y a de plus en plus d'études qui sortent. Puis, dans une étude récemment, 76% des femmes disent qu'elles trouvent que c'est elles qui ont la charge mentale à la maison. Donc, la responsabilité de s'assurer que la vie familiale prend son cours, puis que ça va comme il faut. Juste des petits trucs, appeler la grand-mère parce que c'est son anniversaire ou amener le chien chez le docteur, chez le vétérinaire. Donc, on le sait que c'est un problème que principalement les femmes ont. Puis ça, dans mon expérience, juste à lever des fonds ou à expliquer notre problème dans le vécu, 100%. Les femmes comprennent tout de suite le problème qu'on résout. Un peu plus difficile pour les hommes, dépendant de la situation, pas nécessairement. Je me suis fait souvent dire j'ai pas besoin de ça, ma femme s'en occupe. Ceci dit, j'ai aussi eu quelques cas où le lendemain, ils sont revenus nous voir parce que j'ai parlé à ma femme, elle m'a dit de venir vous voir. Et donc, c'est vraiment intéressant de le voir en pratique. Ouais. Les études peuvent le sortir, mais je parlais des femmes, puis on le sait tous. En tant que femme, on le sait. C'est nous qui avons la charge mentale. Puis je suis curieuse de savoir, je suis sûre que c'est quelque chose que vous avez déjà commencé à regarder, mais le feedback ressemble à quoi pour vous? Le feedback sur le produit, oui. Il est super bon. Donc, on a donc, notre value proposition, c'est vraiment de tout centraliser. Ouais. Tous les petits aspects de ta vie, toutes les petites informations, les amener de données et tout ça. Donc, on centralise le tout. Puis récemment, j'ai parlé à une maman qui habite avec son fils adulte. Il n'est pas encore sorti de la maison. Puis il dit, c'est tellement plus facile maintenant parce qu'au lieu de venir me voir, il sait qu'il a juste à checker Eva. Donc, ça fait tout d'un coup, la surcharge mentale est diminuée. C'est pas demande à maman, c'est va checker Eva. Ouais. Qu'importe la question, va checker Eva. Puis, ça fait pas longtemps qu'on est sur le marché, fait que c'est sûr que peut-être que pas tout est dans Eva en ce moment, mais si elle l'est pas, vas-y, tu peux le mettre dans Eva, t'as accès. Wow. C'est super cool. Puis, je sais que
le but n'était pas nécessairement de rentrer dans les détails du produit, mais je trouve ça trop fascinant pour ne pas en parler. Puis je trouve que là, on a parlé peut-être du côté plus négatif de l'entrepreneuriat, justement, la surcharge mentale, de tout ça. J'ai une autre question plus axée négative, puis après ça, je vais revirer la médaille, puis je vais aller te demander pour plus des conseils positifs. Mais dans un contexte où, justement, c'est toi la boss. C'est toi qui es toujours responsable pour prendre toutes les décisions, right? Fait que pour moi, la surcharge mentale représente aussi le decision fatigue, right? Fait que maintenant que là, tu as ce produit-là dans peut-être ta vie personnelle, tu es capable d'aller utiliser ça comme outil dans ta vie professionnelle. C'est quoi tes conseils pour comment tu gères finalement ta surcharge mentale? Parce que d'après l'extérieur, la partie qui me semble le plus difficile de l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est que c'est jamais off. Jamais. Ça, c'est vrai. C'est jamais off. Ceci dit, I don't have decision fatigue. Au jour le jour, je prends très peu de décisions parce que j'ai embauché des gens qui sont vraiment bons à leur job, qui, eux, sont empowered pour prendre les décisions eux-mêmes. Moi, ce que je fais, c'est que je fixe le North Star. On se met tous d'accord sur la stratégie puis où on veut aller. Et puis après, j'embauche du monde qui qui sont plus experts que moi dans leur domaine et qui peuvent, eux, prendre les meilleures décisions pour aller là où on veut s'en aller. Fait qu'au jour le jour, je prends en fait très peu de décisions. C'est nice parce que je pense qu'il y en a beaucoup que quand c'est leur bébé, tu sais, ils ont de la misère justement à déléguer. Puis, I guess, dans un point de vue personnel, à ce moment-là, on l'a mentionné, ça merge un peu tout ensemble. C'est dur de 100%. faire la différence des deux. Quand tu reviens à la maison le soir, comment tu fais pour ferme la switch à off, right? On passe à d'autres choses. Ça a été une des raisons que j'ai acheté la maison. Donc, j'ai un bureau. Un bureau fermé dédié. Et donc, ça m'aide beaucoup. Le matin, je sors le chien, Joey, on va faire une petite marche de 30 à 45 minutes. Je reviens, puis ça fait comme mon commute. Donc, je travaille de la maison. Notre entreprise, on est 100% remote. Donc, j'ai mon petit commute le matin avec le chien. Je rentre, je prends mon café, je l'amène au bureau. Puis là, ça fait un peu le déclic de je suis au travail. Puis à la fin de la journée, je quitte le bureau, on va faire une petite marche avec Joey. Ça fait comme le commute aussi. Maintenant, tu l'as dit, on est toujours on. J'ai toujours accès, puis je check souvent mes courriels, puis mes messages Slack et tout ça à travers la soirée. Et personnellement, je fais beaucoup de travail le soir parce que j'ai pas de meeting, j'ai pas d'appel. Donc, c'est vraiment du travail de qualité. Puis j'ai aussi des employés qui travaillent à des heures décalées. Les développeurs, on le sait, ils aiment travailler à 2 heures du matin. Fait qu'il faut s'adapter un peu à ça. Mais le fait d'avoir un espace dédié, ça me permet mentalement de pouvoir un peu plus séparer les choses. Là, si tu me permets, je vais te poser une question personnelle. Si tu ne veux pas la répondre, pas besoin de la répondre, puis on peut toujours l'enlever. Tu as mentionné au début de l'épisode que tu vivais un divorce, que ça fait pas longtemps. Puis je vais te donner un morceau de ma vie présentement, mais moi, je suis très go. Plein d'ambitions, j'ai des projets, j'ai de la drive, je fais plein de choses. Puis j'ai la chance d'avoir un copain qui m'accompagne là-dedans puis qui me permet justement de venter un peu, right? D'être mon support system là-dedans ou que quand ça va moins bien ou que ça va bien, ça célèbre ensemble, puis on est là quand c'est moins difficile. J'imagine que dans un contexte comme ça, c'est super facile de ramener le travail à la maison. Tout comme quelqu'un qui travaille un 9 à 5, mais quand c'est ton enfant, c'est ton bébé, c'est quelque chose que tu grandis. Ça peut être difficile parfois de parler d'autres choses, de garder la place pour justement qu'est-ce qu'eux, ils font. Puis je m'en suis pas rendue là, mais je serais curieuse d'entendre tes conseils. C'est pour une nouvelle relation ou même dans la tienne, comment tu gères cet aspect-là de priorité puis de tout ça, là? Oui, ben les priorités changent. C'est une grosse question, ouais. Les priorités changent presque au jour le jour. Ça va dépendre de où en est l'entreprise, où j'en suis moi personnellement, où en sont mes relations.
il y a beaucoup de gens qui se lèvent le matin puis qui ils disent, OK, j'ai ces tâches-là à faire. Moi, je me lève plus tôt puis je dis, OK, la priorité aujourd'hui, c'est quoi? Puis j'ai la chance d'avoir une bonne équipe en place, fait que c'est rarement crisis mode ou quoi que ce soit, fait que je peux souvent la priorité, OK, je me sens un peu moins bien aujourd'hui, je vais aller passer du temps avec des amis. Pour ce qui est, c'est sûr que donc n'ayant plus de partenaire ou quoi que ce soit, j'ai pas l'occasion de vent. Puis la gestion du stress, c'est vraiment quelque chose. C'est un des aspects que je travaille toujours. J'ai pas encore trouvé nécessairement la bonne formule. Je suis toujours un peu plus réactive que ce que j'aimerais. Donc, et j'ai jamais été nécessairement très in touch with my emotions. Right. Fait que souvent, je ressens de quoi, je suis pas nécessairement sûre de ce que je ressens. Ou alors je suis stressée, mais once I realize it, c'est trop tard. Ouais. Ou c'est pas trop tard nécessairement, mais genre je suis stressée au point où il faut que je fasse quelque chose là tout de suite, plutôt que de gérer, parce que je fais beaucoup d'activités physiques, puis je vois des amis et tout ça, mais parfois c'est pas assez. Encore une fois, l'entrepreneuriat c'est vraiment intense, et donc parfois il y a des décisions. Est-ce qu'on dépense $1 million aujourd'hui? Est-ce que tu sais, c'est des grosses charges quand même. Absolument. Fait que je pense pas nécessairement avoir répondu à la question. Mais je veux dire, t'as répondu exactement la façon que j'aurais dû répondre, dans le sens que oui, tu peux nous donner des conseils, mais en même temps, c'est super honnête de dire que genre, I don't have it figured out. I don't know. Ouais. Puis je pense qu'il y a tellement de gens que c'est quasiment plus helpful de voir que genre, je suis pas toute seule dans mon not figured it out. Je te dirais juste un petit plug comme ça. La dernière épisode que j'ai faite, je l'ai faite avec une psychoéducatrice. OK. Puis on a parlé vraiment de justement la gestion des émotions, puis de la pleine conscience, puis tout ça. Tu devrais aller l'écouter. Je 100%. pense que ça pourrait être... Je suis en thérapie FOI pour mieux apprendre à gérer mes émotions. Ben, j'en suis même pas à gérer, à mieux identifier mes émotions. Ouais. Donc, c'est 100%. J'ai eu des conversations vraiment cool. Fait que je le pluguais comme ça, mais c'est tu cool. fais bien, ouais. Fait que, I guess, à l'inverse, maintenant que, tu sais, on a répondu à cette question-là, pour quelqu'un qui est peut-être... on peut faire de cette façon-là. Your dream partner, OK? Demain matin, je te présente ton dream partner. OK. Pour les gens qui écoutent, qui sont peut-être partners à quelqu'un, justement, qui ont des gros projets, qui sont entrepreneurs ou qui mènent juste des grosses carrières avec beaucoup de stress, comment ils peuvent mieux nous épauler là-dedans? Pour moi, ce qui est primordial, c'est la flexibilité. Un jour, il va falloir que tu travailles genre 12-16 heures. Il y a une autre journée, ça se peut que tu aies juste à travailler 2 heures. Et donc, d'être compréhensif sur la flexibilité, de comprendre que ça sera jamais linéaire. Et aussi de les aider à prendre soin d'eux. Donc, un des gros aspects pour moi, quand j'avais un partenaire, c'est qu'il me faisait souvent à manger. J'ai horreur de cuisiner. Je cuisine pas bien. J'ai horreur de cuisiner. Et donc, mon partenaire, une des choses qu'il faisait qui m'aidait beaucoup, c'est qu'il cuisinait les dîners, les soupers, tout ça. Et ça, juste de pas avoir juste que cette chose soit enlevée de mon to-do list. J'ai pas besoin d'y penser. Et là, maintenant que je suis seule, ce que je fais, c'est que j'achète des repas préfaits. Ouais. Parce que j'investis beaucoup de ressources puis de temps sur plein de choses pour pouvoir mieux aller. Mais ça, c'est un truc, je sais que si je le fais pas, si j'achète pas des repas préfaits, ben, je vais manger des biscuits de la boîte. Ouais. Et ça sera ou des céréales. Fait que c'est vraiment de prendre... Je pense que le partenaire est le mieux placé pour prendre soin de l'entrepreneur, de savoir quand est-ce que c'est assez. Ceci dit, la limite de quand est-ce que c'est assez va changer. C'est plus OK, ça fait 2 heures que tu lis time for a break. Ça se peut que ça soit OK, ça fait 6 heures que tu lis ça, genre time for a break. Ou ça fait 3 jours que tu n'as pas dormi, maintenant il faudrait dormir. Donc, avoir une conversation avec l'entrepreneur de ce que ça veut dire prendre soin de soi et quelles sont les nouvelles limites et d'être ouverte à communiquer puis être flexible. Absolument. Puis, comme promis, on va bouger dans une direction un petit peu avec des conseils plus constructifs, peut-être, maintenant qu'on a vraiment... Je pense qu'on a une belle image de peut-être la réalité qu'on voit pas souvent. Pour les gens qui écoutent en ce moment, qui ont un projet, qui ont jamais mis le gaz pour que ça aille de l'avant, parce que c'est une question de confiance.
Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là? C'est manque de confiance. C'est une question de confiance, certainement. C'est pour ça que j'ai pris... ça a pris 1 an de recherche de ma part avant de me lancer. Fait que j'ai mis toutes les chances de mon côté. Je suis quelqu'un de très analytique. Fait que c'est ça que ça a pris pour que je me lance. Ainsi que beaucoup de conversations avec ma famille, des gens qui croyaient en moi, qui avaient de la confiance en moi pour me dire que oui, Adrienne, t'es la bonne personne pour faire ça. Fait que ça dépend vraiment de quel genre de personne t'es. Moi, étant quelqu'un de très analytique, il m'a fallu beaucoup de recherche et il a fallu que des gens à qui je fais confiance me disent que oui, ça fait du sens. Quelqu'un qui est plus émotionnel, potentiellement, ça va plus être un gut feeling, ça va être quelque chose que tu vas plus ressentir. La grosse question pour laquelle il faut avoir une réponse avant de se lancer, puis même à ce jour, il faut que j'y réponde avec des investisseurs ou des clients ou quoi que ce soit, c'est pourquoi toi? Pourquoi es-tu la meilleure personne pour faire cette chose-là, puis pas ta voisine ou quelqu'un d'autre? Puis si tu peux bien y répondre, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Je dis pas ça. Il y a plein de raisons de ne pas le faire. C'est du stress, il y a plein de négatifs, on les a déjà couverts, puis ça a un impact financier aussi. Fait qu'il y a plein de raisons de ne pas le faire, mais si tu peux avoir une réponse à cette question-là, c'est vraiment le début espérons, d'un beau projet. Puis j'aimerais aussi un peu pick your brain sur le concept un peu de la patience. Je sais qu'on a parlé beaucoup de à quoi ressemble la vision de l'entrepreneuriat sur Internet, sur les gros qu'on voit dans le monde. Je pense qu'une des big misconceptions que même moi, je suis en train de m'en rendre compte à travers mes projets et tout ça, c'est que ça se fait pas overnight. Il n'y a rien qui se fait comme ça, puis on voit souvent juste ces cas-là où qu'à un moment donné, ça took off. Puis c'est pas vrai que ça a juste fait ça parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas vues qui ont amené cette personne-là à ce moment-là. 100%. Mais quelqu'un qui le vit présentement, peut-être un contexte plus gros que moi, je serais curieuse d'entendre ta perspective. Ah mon Dieu, t'as tellement raison. C'est tellement vrai. Écoute, ça fait 2 ans et demi que j'ai parti officiellement l'entreprise et j'en suis au point où je pensais que je serais après 6 mois. Je suis quelqu'un de très impatiente dans la vie. Rajoute à ça le fait que j'ai parti une entreprise en technologie puis je ne sais pas coder du tout. Je suis quelqu'un en gestion, je ne suis pas quelqu'un en technologie. Et donc, c'est quelque chose, ça contribue sans doute à mon stress, je te dirais, de savoir que les choses vont pas aussi vite que ce que j'aimerais, mais c'est parce que les bonnes choses prennent du temps. Après, il y a des décisions à prendre quand tu es entrepreneur. Est-ce que tu fais bien les choses ou est-ce que tu fais les choses vite? Il y a des fois où il faut les faire vite, il y a des fois où il faut les faire bien. Puis de plus tu avances, plus il faut faire les choses bien. Et donc, c'est sûr que ça prend du temps. T'as raison, on voit énormément de cas où on dirait comme they popped up overnight, puis c'est genre un overnight success, mais ce que tu vois pas, c'est comme un iceberg. Ce que tu vois pas, c'est les années de travail que ça a pris avant pour en arriver là. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un va croire en ta vision, tu vas recevoir un gros montant d'argent, puis tout d'un coup, tu peux aller vite et tu peux bien faire les choses parce que tu as les ressources pour le faire. Mais avant ça, tu manques de ressources. C'est la réalité dans startup. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé travailler dans les startups, c'est que tu manques de ressources. Fait que si tu penses aux 3 ressources, les gens, le temps et l'argent, tu peux pas avoir les 3. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Puis, je pense que tu t'amènes un bon point qui est, c'est quoi la différence pour toi entre une attente et un objectif? Parce que je trouve que souvent, la déception, justement, que ça va pas assez vite ou qu'on pense qu'on devrait être rendu là vient à cause d'une attente qu'on s'est mis versus un objectif qu'on aimerait atteindre. Dans ton cas, est-ce qu'il y en a eu dans ton entreprise ou peut-être même dans un projet personnel? Puis, comment tu le vis présentement? La plupart, c'est parce qu'encore une fois, j'ai parti une entreprise en technologie sans être quelqu'un en technologie moi-même.
Fait que c'est facile de dire, ah oui, bien sûr, on peut rajouter ce feature, tu sais, ça va prendre 2 heures à coder, mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Je ne sais pas du tout. Et donc, j'en reviens à, j'ai embauché des gens dans mon équipe qui en savent beaucoup plus que moi. Et donc, des objectifs, c'est moi qui les fixe, mais c'est eux qui me donnent les attentes. OK. Au début, c'est pour ça qu'au début, on en est ici à 2 ans et demi, on en est à où ce que je pensais j'en serais après 6 mois, parce que j'en savais rien. J'avais personne dans mon équipe. C'était moi et mon cofondateur. On n'est pas des personnes en technologie. Fait qu'on s'est dit, ça doit être super facile. On le savait on savait le travail qu'il fallait faire d'un point de vue de gestion, de création de business et tout ça, parce que c'était notre domaine. Fait qu'on savait gérer les attentes de ce côté-là. Mais de créer une application, de développer les features et tout ça, on n'en savait rien. Et donc, ça a été super important pour nous d'amener des gens dans l'équipe à qui on faisait confiance, qui comprenaient les objectifs qu'on s'était fixés et qui, eux, pouvaient nous mitiger nos attentes et nous aider avec ça. Je pose une question, d'habitude, je rentre pas dans les détails comme ça parce que je sais pas si ça l'applique à beaucoup de personnes, mais moi, je suis curieuse, fait que là, je vais la poser. Allons-y. Comment ça se passe? Justement, là, t'as l'idée, t'as ton cofondateur, ça te prend des gens, mais t'as aucun argent pour engager ces gens-là. Qu'est-ce que tu fais? Ça part où? Ouais. Donc ça, c'était intéressant. J'ai bâti mon entreprise à l'envers. OK. Ouais. Encore une fois, on est l'exception. Donc, j'ai parti l'entreprise et je ne sais pas coder. J'ai voulu partir un produit technologique, une application, une plateforme, et je ne peux pas la bâtir. La plupart des startups, ça commence parce qu'il y a des gens, souvent des hommes dans mon domaine, qui ont une idée, ils ont passé un week-end, 2 week-ends, quelques mois à coder la chose, puis après, ils essayent de la vendre. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai eu une idée et j'ai vendu l'idée avant d'avoir le produit. On a bâti une entreprise 2 ans avant d'avoir un produit. Fait que ça a été plus difficile, je dirais, mais aussi, ça nous a permis de nous différencier. Parce que il y a 2 ans, on allait voir des investisseurs, puis on paraissait vraiment professionnels. Encore une fois, de par notre parcours, avec moi et mon cofondateur, on a des MBA, on savait parler business, on savait, en termes d'investissement, on savait négocier. On avait un beau branding, ça avait l'air vraiment professionnel, comme si ça faisait des années qu'on était en business. Mais on n'avait même pas un prototype. Tout ce qu'on avait, c'était une idée. Fait qu'il a fallu... notre premier investissement, ça a été 50 000. On a reçu 50 000, puis j'ai utilisé ce 50 000 pour créer, même pas un prototype d'application, un prototype, des images de prototype, ainsi qu'un site web, toutes les choses pour pouvoir paraître plus professionnel. Avec les images du prototype, j'ai levé assez d'argent pour créer un vrai prototype qui cliquait. Encore une fois, pas une application, juste quelque chose que tu pouvais cliquer d'écran à écran. Avec ce prototype-là, j'ai levé assez d'argent pour créer l'application, le MVP. Et avec le MVP, j'ai levé assez d'argent pour créer la plateforme. C'est quand même, c'est intense, hein? Ça a été intense. Oui, c'est pour ça qu'on est là 2 ans et demi plus tard. Ça nous a pris du temps. Ouais. Oh, wow! Puis, comment t'es allé chercher tes investisseurs? On a commencé dans notre cercle de gens. Donc, ils te disent au début, c'est vraiment difficile de lever des fonds plus t'es tôt dans le processus parce que ils vont pas investir dans le produit. T'as pas de vente, t'as pas rien du tout. Ils vont investir dans les entrepreneurs. Donc, il faut que ça soit des gens qui te connaissent, qui ont confiance en toi, qui savent que tu vas livrer la marchandise, en fait. Parce que la différence entre une startup qui a du succès et une qui n'en a pas, c'est l'exécution. Fait que est-ce que les investisseurs te font confiance pour exécuter ta vision? Puis, j'ai un peu une dernière question pour aller fermer le chapitre de l'entrepreneuriat. Puis, ça serait, c'est quoi la plus grosse leçon que tu as appris? Oh mon Dieu, j'en apprends tous les jours des leçons. Tu peux en donner quelques-unes. Je sais pas si c'est l'entrepreneuriat qui m'a appris ça, mais encore une fois, d'avoir je passe énormément de temps à embaucher du monde. C'est minimum 2-3 entrevues, qu'importe le rôle, pour entrer dans IVA, parce qu'on passe, il y a plusieurs étapes dans le processus d'entrevue. On va s'assurer que c'est quelqu'un qui va fitter dans l'équipe,
qui comprend la façon dont on travaille et à qui on peut faire confiance pour prendre des décisions éclairées, ce qui permet à tout le monde de pas avoir à micromanage puis à prendre des micro-décisions. C'est des gens avec qui on veut pouvoir faire confiance. Il y a personne dans mon équipe en ce moment à qui je pourrais pointer et me dire je ne fais pas confiance. Je pourrais les mettre à la tête de l'organisation pendant une journée puis je leur ferais confiance. Je pense que ça, je le savais avant. J'ai été en charge dans tous mes rôles précédents. C'était moi qui étais en charge des embauches, des ressources humaines. Fait que c'était un peu toujours mon approche, mais c'est vraiment différent quand c'est ton entreprise. J'imagine. C'est vraiment quelque chose que tu prends vachement plus à cœur. Et donc, ouais, la plus grosse leçon pour moi, c'est vraiment ça a vraiment renforcé « People make all the difference ». Super. Écoute, j'ai 2 petites dernières questions pour toi, plus standard au podcast. On en a déjà parlé à travers l'épisode, mais je te donne une autre opportunité si jamais tu aimerais rajouter des petites affaires plus détaillées. Fait que naturellement, un des gros termes du podcast est la santé mentale. On en a parlé à travers l'épisode au complet. Mais je serais curieuse, en dehors de l'exercice, des marches avec les chiens, c'est quoi les choses que tu fais pour prendre soin de ta santé mentale? Ça varie, ça dépend vraiment. Il faut que je fasse beaucoup plus attention à ma santé mentale pendant l'hiver. Je suis les saisons m'affectent énormément. L'été, tout va bien, je rigole, je suis contente, je pourrais faire n'importe quoi, puis je serais heureuse. L'hiver, c'est vraiment plus difficile. Donc, je m'efforce de sortir plus, de faire plus d'exercices. Je flatte beaucoup mon chien. On en rigole, mais c'est quand même super important. Les chiens, je trouve je pourrais plus jamais passer de ma vie sans chien parce que ça a vraiment un gros impact sur ma santé mentale. Et en fait, c'est presque idiot à dire, mais je fais plus confiance au monde qui m'entoure pour me dire quand ça va mal que moi-même. Encore une fois, je te l'ai dit avant, je suis toujours en train d'essayer de comprendre mes propres émotions. Et donc, s'il y a quelqu'un à qui je fais confiance qui me dit « Adrienne, est-ce que tu es sûre que ça va? » Genre, on dirait que je les écoute. Et puis, on en parle, puis c'est ça. Donc, mon entourage. C'est le fun d'avoir des gens comme ça. L'entourage, people are everything. Wow, bon. Ouais. C'est super. Belle réponse. Puis, j'ai une dernière question pour toi. Le podcast s'appelle « What Moves You ». J'en ai parlé un peu à micro fermé, mais je l'ai nommé ça parce que dans les moments plus difficile pour moi dans les débuts de mon aventure de santé des dernières années, tout ça, c'est une question que je revenais beaucoup, justement pour aller trouver les petites choses qui me motivaient, puis qui me faisaient sourire, puis qui me donnaient le goût de me lever le matin, puis d'aller profiter quand peut-être les grosses choses étaient un petit peu plus floues. Fait que tu peux le prendre aussi large ou petit que tu veux, mais c'est quoi qui te move? Oui. En fait, je pense que ma réponse va bien comme clore un peu le tout parce que c'est relié à l'entrepreneuriat aussi. Depuis le début, je suis quelqu'un qui a quand même du mal à prendre fierté dans les choses que j'accomplis. J'ai toujours dit, même quand on avait levé $1 million, tu sais, c'était pas banal, disons, mais j'ai eu du mal à célébrer ça avec du succès parce que j'ai vu le travail aussi que ça a pris pour être rendu là. Tout le monde, puis c'est un des aspects qu'on disait plus tôt, tout le monde voit, oh, t'as levé $1 million, mais ce que t'as pas vu, c'est tout le travail que ça a pris. Puis même ça m'a pas marqué. Pour moi, la chose qui s'est passée qui m'a vraiment that moved me, c'est quand on a embauché notre première personne. De savoir que qu'on payait le salaire de quelqu'un, que quelqu'un allait vivre sur quelque chose, une entreprise que j'avais créée, un projet que j'avais créé. Et maintenant, on est une équipe de 13. Wow. Et donc, au jour le jour, ce qui me motive, je me lève puis je me dis, c'est quétaine, c'est de dire ça, mais il y a tellement de gens à travers le monde, parce qu'on a des employés dans plein de pays, qui se lèvent, puis c'est moi qui paye leur salaire. C'est moi qui, à cause de mon idée, ils peuvent payer leur loyer ou leur hypothèque ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment... c'est ça qui m'a... À travers toute l'expérience d'entrepreneuriat, de mon projet et tout ça, on a fait énormément de choses qui sont super. Je suis fière de mon équipe, je suis fière de plein de trucs. Mais c'est vraiment le truc qui me rejoint le plus.
C'est une super belle réponse. Ouais. Écoute, Merci. Adrienne, merci beaucoup pour ton honnêteté, ta vulnérabilité avec nous aujourd'hui. Merci. Ça rend toujours la conversation tellement plus enrichissante pour nous, mais 100%. pour aussi pour les gens qui écoutent. Fait qu'un énorme merci. Merci à toi. Puis juste rapidement, avant de tout fermer ça, si les gens sont intéressés à aller voir ton application, ta plateforme, c'est où qu'ils peuvent aller vous trouver? Donc, on est disponible sur le App Store et le Play Store. L'application s'appelle EVA, E-E-V-A. Et vous pouvez aussi aller voir notre site web, eva.ai. Ah, super. Ben, merci beaucoup. Merci tout le à toi, monde. On se voit Maria. lundi prochain.